des natifs américains noirs, où des Noirs ont jadis bâti des civilisations aujourd'hui disparues, auxquelles on doit les sciences et l'agriculture. Le jaguar et la panthère sont de la même espèce, ainsi que le léopard. Il y a d'autres félins, comme le jaguar, le puma. C'est connu chez les Zoulous, les Bantous, donc ce peigne afro. Conclusion. Les populations mésoaméricaines avaient des peuples à cheveux frisés et crépus aussi, en plus des phénotypes asiatiques, amérindiens. Donc les Noirs et les Asiatiques peuplaient l'Amérique, donc bien avant que les Européens modernes y viennent, avec la peau de léopard comme signe de noblesse chez les Bantous et aussi chez les Mayas. La naissance du parti des Black Panthers qui est revendiqué, bien sûr, plus que l'égalité des droits civiques et la suppression de la ségrégation, ainsi que l'inégalité des chances, c'est plutôt le fait de revendiquer et de rétablir la vérité sur les origines amérindiennes des soi-disant latinos et labellés afro-américains. Alors que l'immense majorité des Noirs américains et caribéens sont descendants des Arawaks, des Taïnos, pour l'Amérique du Nord, comme Old Dirty Bastard, des Shinnecock, les Séminoles, les Algonquins, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, les Incas, les Mayas, les Garifuna, les Navajos, Zuni, Apache, Bushinengue, Boni, Njuka, Saramaka, etc., etc. Kalinago, enfin, le continent américain était peuplé de Noirs et d'Asiates avant 1492. C'est un fait qui est occulté à cause de la colonisation et de son processus d'assimilation et d'aliénation. De même que la créolisation est un procédé pour faire oublier l'histoire et la culture et la langue, ainsi que la religion, pour celles inventées et imposées par l'oppresseur falsificateur. D'ailleurs, dès 1702 aux USA, les libres natifs américains de couleur furent assimilés aux déportés d'Afrique. Des lois furent mises en place pour mélanger ces populations, les asservir et ensuite les déplacer dans des réserves. Par exemple, au Guatemala, une population dite de latinos est en fait à 70% génétiquement d'origine amérindienne, à 70%, 24% européenne et 5% africaine et asiatique. On peut considérer déjà que si le phénotype asiatique et le phénotype négroïde se trouvaient en Amérique avant 1492, alors en 1828, dans le dictionnaire, le mot américain était originalement appliqué aux aborigènes, donc natifs d'Amérique, aux races de teint cuivré, trouvées ici par les Européens, mais fut appliqué aux descendants des Européens nés en Amérique plus tard. Donc on voit sur cette gravure le mot Tamericans, que les Hollandais ont écrit clairement quand ils sont arrivés en Floride. Donc le mot America ne vient pas de Amerigo Vespucci, comme ils l'ont décidé dans les Vosges en 1707. Si vous regardez la référence, vous trouverez facilement. Donc maintenant, on va voir très bien où est le rapport entre le peigne afro, qui est aussi dans les civilisations mésoaméricaines,
et le point levé avec les Black Panthers. On va voir le rapport évidemment avec le jaguar et le léopard et la panthère noire qui sont la même espèce. La panthère noire qui a la particularité de n'être que en Amérique du Sud et bien sûr il y a des cas en Afrique où il y a des panthères noires tachetées mais pas entièrement noires car l'espèce est originaire d'Amérique, d'Amazonie et donc avec tous les autres félins qui se trouvent en Amérique. Particulièrement la peau de léopard chez les Bantous, les Zoulous et bien sûr au Nigeria, on retrouvera ce trait de noblesse qu'on attribue à la peau de panthère, même chez les Mayas. Donc la panthère noire, symbole vraiment de la résistance américaine native, c'est-à-dire les Noirs américains d'origine justement des populations noires qui étaient présentes avant justement l'arrivée des Occidentaux, 1966. Donc on voit très bien que à ce moment-là, le parti commence à s'autodéterminer et à revendiquer bien plus que des droits civiques, mais une identité forte et donc aussi revendiquer une histoire qui ne va pas avec celle de la colonisation, le rejet de l'aliénation. Donc ça a marqué l'histoire, ce gant noir levé aux Jeux Olympiques, tout le monde le connaît, donc ce point levé a une connotation de résistance et aussi est intimement lié donc aux Black Panthers et à ce mouvement d'émancipation. Il faut savoir que à la base, cette organisation, elle est née d'une philosophie dont on va parler tout à l'heure. Et pour avoir aussi des éléments, il faut comprendre que les Noirs américains ont été assimilés au titre de négros ou déportés ou blacks, alors qu'ils sont en fait des descendants des Noirs présents en Amérique avant 1492. Il y avait aussi des populations de phénotype asiatique qui sont mélangées avec eux. Les panthères noires donc, ont été victimes de leur succès parmi la communauté justement des descendants d'Amérindiens, des Noirs américains. Donc on va voir l'influence que ça a eu dans le monde entier. C'est pour ça que la CIA, les services secrets ont envoyé le crack et sont devenus plutôt des crack panthers. Et le film New Jack City, quand on le regarde, on voit bien le procédé qui a été employé par les services secrets pour infiltrer les Black Panthers et le tuer dans l'œuf. Donc maintenant, ce parti n'est plus qu'un souvenir. Et quand on voit cette affiche donc avec le peigne afro et le point levé, ça fait référence donc directement avec les Black Panthers. Les affiches du Ku Klux Klan qui dit « Votez Obama, le Ku Klux Klan vous veut », c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Hein. Là, on comprend pas tout là. Parce que dans un monde où les Noirs seraient donc aussi les victimes du Ku Klux Klan, comment est-ce qu'ils pourraient appeler à voter Obama? C'est vraiment bizarre. Donc on va voir que Marcus Garvey, assis à côté de Noble Drew Ali, est allé voir le Ku Klux Klan pour financer la Black Star Line pour rapatrier des Noirs au Libéria. Donc le Libéria est devenu une colonie américaine en Afrique. Noble Drew Ali a propagé avec le Moorish Science Temple of America les doctrines de la Nation of Islam et des Five Percenters. Donc toute cette philosophie est née aussi du fait que les Amérindiens Cherokee et les Washita Nation, qui sont des Noirs et des Asiatiques amérindiens, se revendiquent complètement amérindiens et pas du tout africains. Donc quand on voit les gravures de certains
fibustiers ou les premiers qui sont arrivés, on voit que les Noirs étaient présents. Donc les Algonquins, par exemple, les Séminoles et bien d'autres, les Navajos. On va qualifier souvent des Latinos ou des Afro-Américains faussement, parce que la majorité d'entre eux sont en fait des descendants d'Amérindiens. Car le nombre de Noirs sur tout le continent américain ne peut pas s'expliquer uniquement par les déportations, vu que beaucoup mouraient durant les transports, durant les razzias, et que très peu pouvaient avoir beaucoup d'enfants durant leur vie, car ils mouraient sous les coups de fouet très rapidement. Donc il a fallu les métisser avec les Mayas, les Shinnecock et tous les autres Indiens, comme All Dirty Bastard dit dans ses albums du Wu-Tang Clan. Il a été assassiné, il disait haut et fort qu'il était un Shinnecock et pas un descendant d'Africain. Voici la photo d'un Shinnecock d'Amérique du Nord, de l'Est. Donc Manhattan était peuplé par ces gens-là avant. D'ailleurs, Manhattan, c'est un nom amérindien. Donc après, les Hollandais sont arrivés. Vous voyez que déjà, nous avons même du sang amérindien, en grande majorité, les Caraïbéens, les Noirs d'Amérique centrale, du Sud et du Nord. On a peut-être un apport de l'Afrique parce qu'il y en a qui ont été déportés chez nous, mais en vrai, notre civilisation, elle est très très ancienne, bien plus ancienne que les dates qu'on veut nous dire. D'ailleurs, Martin Luther King le disait, on était là avant que les Européens arrivent. Écoutez. Our forefathers weren't the pilgrims. We didn't land on Plymouth Rock. The rock was landed on us. Donc Malcolm X le disait aussi. C'est-à-dire que ils disent que c'est les colons qui sont arrivés sur nous. Ça veut dire bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que Plymouth Rock, c'est pas les premiers. Déjà, tout le monde le sait. Mais en plus, il n'y avait pas que des Asiatiques qu'on veut nous faire croire. Il y avait bien sûr des populations à cheveux crépus, des cheveux aussi lisses, et des Noirs, des teints cuivrés, partout en Amérique. Donc le fondateur de la Nation of Islam est un héritier de la philosophie de Marcus Garvey et de l'enseignement de Noble Drew Ali. Donc ce sont des francs-maçons déjà avérés, je l'ai déjà démontré dans d'autres vidéos, ils ne s'en cachent pas eux-mêmes. Donc le gouvernement invisible des Amériques, il est bien inscrit sur le logo du Ku Klux Klan. On voit bien la parenté qu'il y a avec ce clan qui existe avant le parti nazi et qui revendique l'arianité. Alors on sait très bien que le Ku Klux Klan existe bien avant le parti nazi. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas apparentés. Donc Malcolm X aussi était au courant du fait que les Noirs étaient présents en Amérique et qu'ils ont été assimilés aux déportés et que dès 1702 aux États-Unis et ensuite il y a eu des lois jusqu'en 1774 et au-delà, jusqu'au début du XXe siècle pour métisser et déplacer les populations dans des réserves. C'est-à-dire que là, on a fait tout pour que les gens perdent leur culture, leur langue, leur histoire, leur héritage, et les colons se sont appropriés tout ce qui était glorieux dans l'héritage de ces gens. Donc voilà le code secret, le peigne afro que vous voyez, il y en avait en Amérique avant. Et le point levé, c'est la panthère noire qui vient d'Amérique. Donc nos civilisations, elles sont bien plus anciennes que ce qu'on nous le dit en Amérique. C'est pas 5000 ans avant notre ère. C'est les Olmecs et les pyramides et ce qu'on a retrouvé dans le Grand Canyon comme artefact, c'est pas possible. Il y a beaucoup de similarités avec la vallée de l'Indus et du Nil. Donc vous voyez le nom qu'il avait, Tupac Amaru Shakur. Bien sûr, ses parents étaient des Black Panthers, les deux. Lui, il est né carrément dedans. Donc le point levé, c'est aussi son héritage. Ses parents ont été victimes du crack.
Donc il l'avait d'abord aussi nommé Tupac en hommage à ce résistant amérindien qui avait lutté contre justement les colons. Donc on voit ce lien aussi avec les francs-maçons, donc le Ku Klux Klan et les Black Panthers qui sont issus, je vous dis, de Marcus Garvey et de Noble Drew Ali qui sont des francs-maçons du 32e, 33e degré avérés. Tupac Amaru Shakur est donc aussi le nom donc d'un souverain de la civilisation Inca en quechua, Tupac Amaru, donc en 1545, le 24 septembre, le jour de sa mort en 1572, est le dernier Inca quechua de la dynastie Manco Inca. Il succède à son frère Titu Cusi Yupanqui de Manco Inca. Son nom signifie serpent brillant en quechua et a été exécuté par les Espagnols. Tuti Cusi Yupanqui monta sur le trône en 1560 après la mort de son frère Sayri Tupac. Donc Tupac Amaru Ier lui succéda. Manco Capac II est aussi appelé Manco Inca ou Manco II. Il est le fils de Huayna Capac et le demi-frère de Huáscar et de Atahualpa. Il appartient à la noblesse de Cusco. À Vilcabamba, Manco Inca rendit la liberté à ses troupes puis se réfugia dans les profondeurs de la jungle pour continuer sa lutte et organiser la résistance quechua. Il rétablit les rites Inca et organise une nouvelle cour. Le règne des Incas se poursuit donc dans la province de Vilcabamba. Manco initie ainsi une résistance Inca qui allait durer jusqu'en 1572 avec la capture et l'exécution de Tupac Amaru. Vilcabamba, la cité du dernier refuge des Incas au Pérou. Tupac Amaru II était un indien cacique. Un cacique est un mot emprunté au taïno. C'est le chef d'une tribu des Caraïbes, d'Amérique centrale ou du nord de l'Amérique du Sud. Le territoire contrôlé par un cacique est un cacica. En espagnol, cela a donné cacicazgo. Par exemple, par extension, ce mot a été utilisé par les chroniqueurs espagnols du XVIe siècle pour traduire le terme nahuatl, tecutli, servant à désigner l'aristocratie aztèque, et d'une manière plus générale pour désigner les souverains absolus des civilisations précolombiennes. Tupac Amaru II était devenu le curaca, c'est-à-dire un administrateur indigène de Surimana, de Tungasca et Pampamarca. Tupac Amaru II, aussi connu sous le titre de Condor Kanki, s'était bâti une fortune en exploitant ses domaines et en s'adonnant au commerce. Ayant des ascendances tant espagnoles ou plutôt, on va dire, criollo, c'est-à-dire en effet, il était en effet marquis d'Oropesa, d'origine créole. Il avait aussi ses origines amérindiennes. Il était en fait une personnalité dite métisse. Si après avoir été élevé jusqu'à ses 12 ans par un prêtre criollo, c'est-à-dire un prêtre créole, Antonio López de Sosa, et avoir ensuite fréquenté le collège San Francisco de Borja à Cusco, il embrassa largement, durant une grande partie de sa vie, la culture européenne criollo, c'est-à-dire la culture créole, parvenant à maîtriser le latin et portant des vêtements espagnols raffinés.
Il s'attachera plus tard à s'habiller comme un noble inca et à faire activement usage de la langue amérindienne quechua dans sa vie quotidienne et dans ses futures proclamations, et sera frappé d'excommunication par l'Église catholique. Il fut le premier à réclamer la liberté pour toute l'Amérique et à vouloir l'affranchir de toute tutelle, que ce soit de l'Espagne ou de son monarque, ce qui impliquait, à ses yeux, non seulement l'émancipation politique, mais aussi l'élimination des divers modes d'exploitation des Amérindiens, le répartissement des marchandises, les corvées de travail et la suppression de diverses taxations excessives telles que l'alcabala, francisé sous la forme alcaval par Victor Hugo, est un impôt indirect du royaume de Castille prélevé au profit du trésor royal. Créée au XIVe siècle, cette taxe représente la particularité de fournir à la monarchie espagnole l'essentiel de ses recettes fiscales à la fin du Moyen Âge. Al-Kabbalah, dont le nom a conservé l'enclise de l'article arabe al, désigne à l'origine un impôt local, al-Qabala, levé dans les municipalités d'Al-Andalus. Donc, la suppression de diverses taxations excessives et les droits de douane intérieurs et dès le 14 novembre 1780. En outre, pour la première fois en Amérique, il décréta l'abolition de l'esclavage des Noirs le 16 novembre 1780. Son mouvement révolutionnaire, qui représenta un véritable point de basculement, conduisit les autorités coloniales à mettre à l'écart la classe des aristocrates indigènes, au demeurant fort peu nombreuses, et à renforcer la répression contre la société andine, de crainte que quelque chose de semblable ne pût jamais se reproduire. Le mouvement échoua et Tupac Amaru II sera publiquement écartelé et décapité en 1781 à Cusco. Cependant, il devint par la suite une figure mythique de la lutte péruvienne pour l'indépendance et pour la reconnaissance des droits des indigènes et sera reconnu comme le fondateur de l'identité nationale péruvienne. Bien sûr, c'est déjà au XVIIIe siècle, alors qu'on sait que la civilisation andine date avec le temple de Tiwanaku de bien plus déjà de 12 000 ans. La figure de Tupac Amaru II et son action ont inspiré et continuent d'inspirer un grand nombre de mouvements amérindiens, passés et actuels. Les panthères noirs et les jaguars sont de la même race que les léopards. En Afrique, y a-t-il des endroits où la neige et le chaud se côtoient? Oui, au Kilimandjaro. Mais est-ce que ça prend autant de place que la cordillère des Andes? Sachant que la cordillère des Andes, ça remonte quand même jusque dans le Nevada et donc ça va très loin. Il faut savoir que quand on va dans les Andes, on trouve des steppes qui sont asséchées et presque désertiques, et d'un coup, il y a le blizzard et la neige. Regardez là les vêtements que les gens y portent. Ils sont au Wakanda. Est-ce que c'est en Afrique? Regardez ce désert. Là, dans les Andes, cette civilisation-là, on voit des ponchos, justement, qui sont faits pour résister au froid. Et en même temps, il y a une chaleur, et les populations qui vivent là ont le teint cuivré ou noir. Regardez, c'est quand même sur des latitudes tropicales. Donc il y a des hauteurs, et donc les villes comme Cusco, Tiwanaku
sont Machu Picchu, sont très haut perchés. Donc il y a des déserts et il y a en Arizona la même chose, en Amérique. Des lieux où il fait 40 degrés, 50 degrés et d'un coup, hop, vous avez la neige. Alors que c'est des endroits désertiques, caniculaires. Regardez les cactus, euh, ça montre que d'un coup, il peut faire chaud, froid et la neige. Dans le film Wakanda, on vous montre qu'il y a aussi justement cette neige à proximité. Regardez l'Arizona. Hein, il y a le désert, il y a la verdure un peu et la neige. Le Kilimandjaro, il y a le cratère, il y a un peu de neige. Mais il n'y a pas une civilisation avec des temples et toute étendue sur des centaines de kilomètres, comme la Cordillère des Andes, des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres, quoi. C'est pas comme un petit bout de neige sur un sommet d'une montagne en Afrique. Alors oui, vous allez me dire, alors voilà, il y a la chaleur, il y a la forêt tropicale et il y a la neige. Mais il n'y a pas de civilisation dessus. Il n'y a pas de temple, il n'y a pas de village, il n'y a pas de cité bâtie comme Cusco ou Tiwanaku ou Machu Picchu. C'est un petit bout de neige en Afrique. C'est pas comparable avec l'Amérique du Sud ou même l'Amérique du Nord. Donc la civilisation des Andes, on voit bien que ça a un rapport avec les teints cuivrés, les noirs d'Amérique, le jaguar et bien sûr la marque de la noblesse, la panthère noire, c'est en Amérique du Sud. Donc le Wakanda, on se demande une civilisation développée qui a, on va dire, des codes qui sont très rapprochés de la civilisation d'Amérique du Sud, des Noirs et des Asiatiques de l'Amérique du Sud. Quand on regarde que Anubis en Égypte, ça représente un chien qui ne se trouve aujourd'hui qu'au Mexique, ce chien-là, on le trouve qu'au Mexique. Il est sans poils et il est noir. Il y a un chien qu'on appelle le pharaon, donc qui vient du nom des pharaons, mais il est un peu jaune. Il ressemble à Anubis, mais il n'est pas du tout. Déjà, il n'est pas sans poils, et en plus, il n'est pas noir. Le seul chien qui est comme ça, il est en Amérique, au Mexique. C'est un chien connu, c'est un chien mexicain. Et bizarrement, on le retrouve chez les Égyptiens, alors qu'il n'y en a pas en Égypte. Enfin, quand on regarde dans la mythologie maya, inca, enfin en tout cas chez les Aztèques, on va voir Xolotl, donc c'est-à-dire c'est le nom du chien qu'on a présenté. Il est ça veut dire jumeau ou chien, ou apparemment encore, bon, soit esclave en Nouatl, c'est-à-dire dans la mythologie aztèque. Alors c'est associé au passage des défunts dans l'inframonde. Il est représenté sous les traits d'un être difforme, bossu et armé d'une hache avec une tête d'animal. Les traits de cet animal sont le plus souvent interprétés comme ceux d'un chien qu'on appelle le Xoloitzcuintli. Ce chien, il s'appelle le Xoloitzcuintli. En abrégé, on dit Xolo ou Cholo, aussi appelé chien nu mexicain ou chien nu du Mexique, est une race de chiens très ancienne et rare, originaire du Mexique. Il est nu à l'exception de quelques poils sur le front et la nuque. Donc le nom Xoloitzcuintli vient du nahuatl et Xoloitzcuintli
Singulier, prononcé Xoloitzcuintli. Xoloitzcuintli. Donc le nom vient de celui de Xolotl. Et de Itzcuintli, chien en nahuatl. Comme son nom l'indique, Xoloitzcuintli, appelé ainsi en nahuatl, en référence à Xolotl, dont il serait le représentant, trouve ses origines au Mexique. Selon les traditions religieuses mésoaméricaines, ce chien, dont l'espèce sans poil était peu représentée par rapport à l'ensemble des chiens poilus, était supposé conduire les âmes des défunts vers le territoire des morts, le Mictlan. Les Aztèques ont élevé cette race de chiens pour des rituels funéraires, afin que l'esprit du chien guide celui du défunt jusqu'au Mictlan. Dans les actuels États mexicains de Colima, de Michoacán et de Jalisco, on retrouve fréquemment dans les tombes anciennes des statues en céramique de Xoloitzcuintli représentant. Il était aussi recherché comme compagnon et même chauffe-lit en raison de leur température corporelle élevée. La présence de ces chiens nus est attestée dans les Caraïbes, notamment en 1492 dans le journal de Christophe Colomb. De même, le père Bernardino de Sahagún, qui a étudié la culture des Mésoaméricains au XVIe siècle, a témoigné de l'existence de ces chiens nus. Selon le codex Magliabechiano, il est le frère jumeau de Tlahuizcalpantecutli, seigneur de l'étoile du matin, un des titres de Quetzalcoatl, qui représente Vénus dans sa phase ascendante, et avec qui il forme un des aspects du dualisme du serpent à plumes, Xolotl étant associé à la phase descendante de Vénus, l'étoile du soir. Le chien du Mexique représente l'Anubis égyptien. On le voit clairement représenté dans les peintures des tombeaux de la vallée du Nil. Donc il y a aussi le condor, le faucon, l'aigle royal. Toujours, c'est un symbole qui est représenté dans plein de cultures amérindiennes, surtout dans la Powo Nation, et aussi dans les Andes, en Égypte, et bien sûr même Gengis Khan. Dans la légende de Gengis Khan, on parle aussi de l'aigle royal. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on regarde bien, le condor, ça fait partie de la culture amérindienne, la culture andine, et aussi la culture du golfe du Mexique, ainsi que la culture de l'Amérique du Nord. On va voir que le grand esprit, qui est appelé aussi le Gitchimanitou, c'est-à-dire l'omniprésence, le condor, on va peut-être faire le rapport aussi avec l'Horus des Égyptiens, donc le Wakanda, nom qui signifie l'omniprésence invisible des forces de la vie. Il s'agit aussi du créateur Dakota. Il s'agit aussi du créateur. Wakanda est une variante de Wakantanka et peut être comparé au Manitou des Algonquins et des Lakota. Il est Wakonda, le pouvoir du dessus, donc le grand esprit, l'omniprésent, le pouvoir d'au-dessus. Alors, Gitchi Manitou, the Great Spirit, le grand esprit. Manitou,
Gitche Manitou ou Kitché Manitou, Grand Manitou, est un terme utilisé dans la culture autochtone nord-américaine Anishinaabe pour parler du Grand Esprit, un dieu créateur de l'univers et donneur de vie. Selon la culture des Anishinaabe Ojibwe, qui vivaient près des Grands Lacs, dans ce qui est aujourd'hui le nord des États-Unis et le sud du Canada, le Grand Manitou avait pour résidence l'île Mackinac sur le lac Huron et les Anishinaabe allaient ainsi en pèlerinage sur cette île pour y pratiquer des rituels en son honneur. Donc, le Manitou est le grand esprit surnaturel ou le créateur chez certains peuples amérindiens. Donc, les Shinnecock aussi, dans l'Amérique du Nord, ont des plumes et font la danse de l'aigle. On voit que en Équateur, il y a représenté un aigle avec un maïs dans la main. Et donc le maïs, c'est quand même une plante qui est originaire d'Amérique. Et toutes les variétés connues de maïs inimaginables sont là-bas. Donc, d'Americans. Les Hollandais, quand ils sont arrivés en Amérique, ils ont appelé les gens d'Americans. Pourquoi? Parce que dans l'Égypte ancienne, le nom de l'Égypte, c'était Tameri. Vous voyez qu'il y a un rapport qui est direct. Donc, on peut s'imaginer avec ce qu'on a retrouvé dans le Grand Canyon comme artefacts et comme momies qui sont reliés directement à la vallée de l'Indus et à la vallée du Nil, avec la parade des éléphants du Grand Canyon, où on voit cet éléphant, la trompe, les oreilles et tout un tas d'éléphants sont sculptés dans le Grand Canyon. Alors, les anges qui ont des ailes, le grand esprit, le grand aigle, c'est justement tout ça qui fait penser que l'origine des civilisations de l'Indus et du Nil prend son origine en Amérique. Tameri, Amaruka, terre de sagesse.